Je sens encore l'odeur de la poudre qui brûle mes narines. 78 ans aujourd'hui, et cette putain d'odeur me suit partout. Dans ma cuisine de Toulouse, quand je prépare le café du matin. Dans le jardin, quand je regarde mes petits-enfants jouer. Elle revient toujours. Mon nom, c'est John Keller, sergent-chef à la retraite, 2e régiment étranger de parachutistes. J'ai servi en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Afghanistan. J'ai enterré plus de soldats que je ne peux me rappeler, et je m'étais promis de ne jamais remettre les pieds dans une zone de combat. Mais ce matin-là, à Kaboul, quand le colonel Dubois m'a appelé dans son bureau avec 6 autres gars, quelque chose dans son regard m'a dit que cette mission d'évacuation civile à la frontière n'était pas ce qu'elle semblait être. Crac! Le bruit du métal qui se plie sous l'impact d'un obus de mortier. C'est le premier son que j'entends chaque matin en me réveillant. Pas le chant des oiseaux, pas la circulation de Toulouse. Ce putain de crack métallique qui a marqué le début de la fin. « Mission rapide !» avait dit Dubois en nous tendant les ordres. « Vous extrayez les civils, vous revenez. 12 heures maximum. Mensonge. » Tout était des mensonges. Quand les hélicoptères Puma ont disparu dans le ciel afghan, laissant derrière eux cette poussière orange qui colle à la peau, on a compris qu'on venait d'être sacrifié. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison près du canal du Midi. 78 ans, 3 petits-enfants qui m'appellent Papy Jean, et une pension militaire qui me permet de nourrir les chats errants du quartier. Ma femme Sylvie dit que c'est ma façon de racheter mes péchés. Elle a peut-être raison. Mais en 2005, j'étais différent. 49 ans, sergent-chef au 2e REB de Calvi, avec 27 années de service derrière moi. J'avais survécu à l'opération Serval au Mali, aux interventions en Côte d'Ivoire, à 3 tours en Afghanistan. Mes hommes m'appelaient le Roc, pas parce que j'étais indestructible, mais parce que je ne pliais jamais sous la pression. Cette équipe de 7, on se connaissait depuis des années. Il y avait Moreau, notre médecin de combat, un Breton têtu, qui refusait d'abandonner un blessé, même mort. Ramirez, notre tireur d'élite, fils d'immigrés espagnols qui parlaient arabe mieux que le français. Petit Jean, le plus jeune à 23 ans, spécialiste des explosifs avec des mains d'orfèvre. Caron, notre opérateur radio qui captait les fréquences comme un magicien. Dupuis, la brute de service, ex-boxeur qui pouvait porter un homme sur 50 kilomètres. Et Thomas, notre éclaireur, un Alsacien silencieux qui lisait le terrain comme d'autres lisent le Figaro. Ma fille Amélie avait 16 ans à l'époque. Elle venait de commencer le lycée à Bastia et nos conversations téléphoniques se résumaient à des disputes sur ses notes de mathématiques et ses sorties trop tardives. Si j'avais su que notre dernier échange serait une engueulade à propos de sa teinture violette, j'aurais trouvé d'autres mots. L'Afghanistan, en 2005, c'était déjà un bourbier. Les talibans reprenaient du terrain. Nos alliés américains commençaient à parler de retrait, et nous, les Français, on était coincés entre les ordres de Paris et la réalité du terrain. Cette mission d'évacuation civile près de la frontière pakistanaise, officiellement, on devait récupérer une trentaine de familles françaises et afghanes coincées dans un village bombardé. Officieusement, j'ai compris plus tard qu'on nous envoyait pour faire diversion. Pendant qu'on attirait l'attention des milices locales, une autre unité récupérait des documents classifiés dans une base abandonnée. Nous, on n'était là pas. Mais ce matin-là, dans l'hélico qui nous emmenait vers ce qui allait devenir notre tombeau, j'avais encore confiance. Le ronronnement des rotors, l'odeur du kérosène, les blagues graveleuses de Dupuis pour détendre l'atmosphère, tout semblait normal. Normal jusqu'à ce que le pilote nous annonce par l'intercom qu'il ne pourrait pas nous attendre. « Changement de plan », avait-il dit. « Vous appelez pour l'extraction quand c'est fini. » Thomas avait levé les yeux de sa carte topographique et m'avait regardé. Dans ses yeux bleus, j'ai lu la même inquiétude qui me nouait l'estomac. 27 ans de service, ça vous apprend à sentir quand quelque chose cloche. Mais on était des soldats, des professionnels. Alors, on a bouclé nos sacs, vérifié nos armes, et on s'est préparé à faire notre travail. Si seulement on avait su qu'il nous envoyait mourir pour sauver la face d'un ministre qui n'avait jamais mis les pieds sur un champ de bataille,
Le village de Kaladaka n'existe plus sur les cartes aujourd'hui, rayé de la surface par les bombardements, effacé comme si ces 300 âmes n'avaient jamais existé. Mais ce jour-là, en octobre 2005, c'était notre destination. Un point perdu entre les montagnes du Kunar et la frontière pakistanaise, où des familles franco-afghanes attendaient qu'on les sorte de l'enfer. L'hélico nous a largués à 2 kilomètres du village, dans une cuvette rocailleuse battue par les vents. Le pilote, un adjudant que je ne connaissais pas, nous a fait signe de débarquer sans couper les moteurs. Mauvais signe. D'habitude, ils se posent, prennent un café, discutent météo. Là, il avait les mains crispées sur les commandes et l'œil rivé sur l'horizon. « Sergent-chef, quelle heure ?» m'a-t-il crié par-dessus le bruit des rotors. « Fréquence de contact, 142-50, code d'appel, Berger 1. Vous appelez quand c'est terminé. Et l'extraction ? On verra selon la situation. Selon la situation. Dans le jargon militaire, ça veut dire « débrouille-toi ». J'ai senti mes tripes se nouer, mais j'ai hoché la tête. Professionnel jusqu'au bout. Le Puma s'est élevé dans un nuage de poussière orange qui nous a aveuglés pendant plusieurs minutes. Quand le silence est retombé, on s'est retrouvés seuls au milieu de nulle part, avec nos sacs, nos armes, et cette putain de sensation que quelque chose puait dans cette mission. Thomas a sorti sa carte et ses jumelles. Premier réflexe de l'éclaireur, identifier les voies d'approche et d'évacuation. Mais les crêtes qui nous entouraient offraient trop de positions dominantes. N'importe quel sniper avec un Dragunov pouvait nous cueillir comme des lapins. « Chef », m'a dit Moreau en montrant le village en contrebas, « regarde les toits. J'ai pris mes jumelles. » Kaladaka était silencieux. Trop silencieux. Pas de fumée sortant des cheminées, pas d'enfants dans les ruelles, pas de chèvres qui broutent, et surtout, pas de drapeau blanc aux fenêtres. En Afghanistan, quand un village attend une évacuation, il marque les maisons avec des draps blancs. Là, rien. On dirait qu'ils sont déjà partis, a murmuré Petit Jean. Ou qu'ils sont morts, a ajouté Dupuis avec son tact habituel. Caron a essayé d'établir le contact radio avec notre base. Friture. Il a changé de fréquence, réglé l'antenne, vérifié les connexions. Toujours rien. Les montagnes bloquent peut-être le signal, a-t-il dit, mais je sentais l'inquiétude dans sa voix. On a commencé la descente vers le village en formation tactique. Thomas en éclaireur, moi au centre avec Caron, Moreau et Ramirez sur les flancs, Dupuis et Petit Jean en protection arrière. Chaque pas soulevait cette poussière fine qui s'infiltre partout, dans les armes, dans les yeux, dans les poumons. L'odeur âcre de la terre sèche mélangée à quelque chose de plus lourd, plus sucré. L'odeur de la mort qui commence à pointer. Les premières maisons étaient vides, mais pas abandonnées. Des théières encore tièdes sur les brasseros, du pain à peine entamé, des sandales alignées devant les portes. Comme si les habitants étaient sortis faire des courses et allaient revenir d'une minute à l'autre. C'est dans la 3e maison qu'on a trouvé le premier corps. Une femme d'une 40aine d'années, voile bleu ciel, allongée sur le côté dans la position du sommeil. Pas de blessure visible, pas de sang. Moreau s'est agenouillé pour l'examiner. Empoisonnement, a-t-il conclu après quelques secondes. Regarde les lèvres, cyanose, ils ont empoisonné l'eau du puits. Qui ça? Ils. Les mêmes qui nous ont envoyés ici récupérer des morts. Ramirez a posté en surveillance à la fenêtre nous a fait signe. Au loin, sur la crête est, des silhouettes se déplaçaient. Pas de civils en fuite, des combattants équipés qui prenaient position. C'est là que j'ai compris qu'on était dans la merde jusqu'au cou. J'ai sorti ma radio et tenté d'appeler la base sur toutes les fréquences. Rien. Même pas de la friture. Le silence radio total qu'on n'entend que quand on vous a coupé volontairement. « Chef », m'a dit Thomas en revenant de sa reconnaissance, « j'ai compté au moins 30 positions sur les hauteurs. AK-47, quelques RPG et au moins un tireur avec une optique longue portée. Ils nous encerclent. Combien de temps avant qu'ils soient en position? Ils y sont déjà. » Voilà comment on s'est retrouvés pris au piège dans un village fantôme, avec des cadavres empoisonnés comme seuls témoins et une milice qui nous observait comme des vautours observent une charogne. Le colonel Dubois nous avait menti.
Cette mission d'évacuation civile n'en était pas une. On était venu chercher des morts, et on allait probablement les rejoindre. Mais bon sang, j'étais sergent-chef dans la Légion étrangère. Si on devait crever, on crèverait en soldat. « Allez les gars !» j'ai dit en chambrant une balle dans mon FAMAS. « On va leur montrer comment on meurt en France. » La première roquette a explosé à 10 mètres de nous. Le souffle m'a projeté contre le mur de Pizé, et pendant quelques secondes, je n'ai plus rien entendu que ce sifflement aigu dans mes oreilles. La poussière retombait comme une pluie grise quand j'ai vu Petit-Jean se redresser, du sang coulant de son nez. « Ça va, chef !» a-t-il crié, mais je lisais sur ses lèvres plus que je n'entendais. Le village de Kaladaka venait de devenir notre champ de bataille. Et nous, on était en infériorité numérique de 1 contre 6. Ramirez s'est installé derrière une fenêtre avec son FR-F2, ses mouvements précis malgré la situation. Premier tir. Un combattant s'effondre sur la crête est. Deuxième tir. Un autre disparaît derrière les rochers. Mais pour chaque ennemi qui l'abattait, 2 autres prenaient position. On a combien de munitions? J'ai demandé à Dupuis. 12 chargeurs chacun, plus les grenades. De quoi tenir 2 heures si on gère. 2 heures. Contre une milice qui avait tout son temps et des renforts qui arrivaient probablement déjà. Caron a essayé une dernière fois d'établir le contact radio. Il a tourné tous les boutons, changé toutes les fréquences, même tenté d'appeler en civil sur les fréquences de détresse internationale. Que dalle. Il nous avait coupé du monde. C'est Thomas qui a trouvé la solution temporaire. Dans sa reconnaissance, il avait repéré une école désaffectée au centre du village. Murs épais, position dominante et surtout un seul accès principal qu'on pouvait défendre. On bouge, j'ai gueulé, formation d'assaut vers l'école. Le déplacement sous le feu, c'est un art qu'on apprend à la dure. 3 secondes de course, plongeons, ramper, 3 secondes de course. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes, s'écrasaient contre les murs, soulevaient des geysers de terre. L'odeur de la poudre se mélangeait maintenant à celle du sang et de la sueur. On a atteint l'école en perdant seulement du matériel. Mais une fois à l'intérieur, on a compris qu'on venait de s'enfermer dans notre propre cercueil. L'école avait été bombardée quelques jours plus tôt. Des trous béants dans les murs, des poutres qui pendaient, et au tableau noir, quelqu'un avait écrit en dari « Margbar Farangi, mort aux étrangers ». Il savait qu'on viendrait, a murmuré Moreau en examinant les impacts. « Regarde, ces trous sont orientés vers l'extérieur. Ils ont bombardé de l'intérieur pour créer des meurtrières, un piège. Toute cette putain de mission était un piège. C'est là que Dupuis a trouvé les corps des vrais civils. Cachés dans ce qui était probablement la réserve de l'école, 15 familles, hommes, femmes, enfants, exécutés d'une balle dans la nuque, proprement, professionnellement. Des familles franco-afghanes qui travaillaient comme interprètes ou guides pour l'armée française. Bordel de merde, a soufflé Petit-Jean. Ils les ont butés avant qu'on arrive. Non, j'ai dit en examinant les corps. Regarde l'état de décomposition. Ça fait au moins 1 semaine. Ils étaient déjà morts quand on a reçu l'ordre de mission. Le silence qui a suivi était plus lourd que les bombardements. On comprenait tous la même chose au même moment. On nous avait envoyé récupérer des cadavres pour couvrir un massacre. Les vraies familles à évacuer étaient mortes depuis longtemps, et nous, on était là pour servir de témoins gênants qu'il fallait éliminer. C'est Ramirez qui a brisé le silence. « Mais couilles !» a-t-il dit en crachant par terre. « Si on doit crever, on va au moins leur coûter cher. » La deuxième vague d'assaut a commencé à 17 heures. Cette fois, ils avaient sorti l'artillerie lourde, des mortiers de 90 mm qui faisaient trembler les murs, des roquettes RPG qui ouvraient des brèches dans notre défense. Ils nous pilonnaient méthodiquement, sans se presser. Thomas a pris un éclat d'obus dans l'épaule gauche. Moreau l'a soigné avec ce qu'il avait sous la main, du tissu arraché d'un uniforme et de l'alcool à 90 degrés trouvé dans la trousse de secours de l'école. « Ça va tenir », a dit Thomas en serrant les dents. « J'ai encore mon bras droit pour tirer, mais on perdait du terrain. Ils avançaient par bonds, couverts par leurs tireurs d'élite. Une progression tactique impeccable. Ces gars-là n'étaient pas des paysans avec des kalachnikovs.
C'étaient des professionnels, peut-être d'anciens militaires, qui connaissaient notre doctrine de combat. Vers 18 heures, Caron a réussi à capter quelque chose sur la radio. Pas notre fréquence habituelle, mais une communication militaire américaine. Les Américains évacuent leurs phobes de Kunduz, a-t-il traduit. Repli général vers Kaboul. Ils disent que la zone est compromise. Ils savaient qu'on était là, et ils nous abandonnaient. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma carrière. J'ai sorti mon enregistreur personnel, un petit dictaphone que je gardais pour mes rapports de mission, et j'ai commencé à parler. Ici le sergent-chef Jean Keller, 2e REP, matricule 1187-93. Il est 18h30, le 23 octobre 2005. Nous sommes 7 soldats français pris au piège dans le village de Kaladaka, province du Kunar. La mission d'évacuation civile était un mensonge. Les civils étaient eux déjà morts. On nous a envoyés ici pour couvrir un massacre et pour qu'on disparaisse avec les preuves. J'ai tendu l'enregistreur à Moreau. Toi aussi, raconte tout ce que tu sais sur cette mission de merde. Un par un, mes hommes ont enregistré leurs témoignages. Leur nom, leur grade, leur version des événements. Et leurs derniers mots pour leur famille. Quand ça a été mon tour de parler à ma fille, j'ai craqué. Amélie, ma poulette, papa t'aime plus que tout au monde. Je suis désolé pour nos disputes, désolé de ne pas avoir été là assez souvent. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Prends soin de maman, et souviens-toi, quoi qu'on te raconte sur cette mission, ton père est mort en soldat, pas en lâche. À 20 heures, ils ont donné l'assaut final. Ils sont arrivés de 3 côtés à la fois, couverts par un feu nourri de mitrailleuses. On a vidé nos chargeurs, balancé nos grenades, transformé chaque recoin de l'école en point de résistance. Petit Jean a sauté avec sa dernière charge explosive quand ils ont percé le mur est. Il a emporté au moins 5 assaillants dans l'explosion. Thomas s'est battu au couteau quand ses munitions se sont épuisées. Je l'ai vu tomber sous les balles en protégeant notre flanc droit. Dupuis et Caron sont morts ensemble, dos à dos, vidant leur dernier chargeur sur une vingtaine d'assaillants qui montaient l'escalier principal. Ramirez a continué à tirer au sniper jusqu'à ce qu'une roquette fasse s'effondrer sa position. Et Moreau a tenu jusqu'au bout. Quand j'ai pris la balle dans la poitrine qui m'a mis au tapis, il s'est jeté sur moi pour me protéger. Il est mort, le corps criblé d'impact, son sang mélangé au mien sur le sol poussiéreux de cette école de merde. Quand je me suis réveillé 3 jours plus tard, dans un hôpital de campagne américain près de Kaboul, j'étais le seul survivant, le seul témoin, le seul à pouvoir raconter comment la France avait sacrifié 7 de ses soldats pour couvrir un massacre. Mais l'enregistreur avait survécu, planqué dans ma poche de poitrine. Et avec lui, la vérité. Le réveil à l'hôpital militaire américain de Bagram, c'est comme émerger du fond d'un puits. D'abord, cette lumière blanche qui vous brûle les rétines, puis les voix qui parlent anglais autour de votre lit. Et enfin, cette douleur sourde dans la poitrine qui vous rappelle que vous devriez être mort. L'infirmière américaine, une lieutenant aux cheveux roux qui s'appelait Patricia, m'a expliqué qu'une patrouille de Marines m'avait trouvé 3 jours après l'assaut. J'étais inconscient, enseveli sous les gravats et les corps de mes hommes. Officiellement, j'étais le seul survivant d'une embuscade talibane dans un village près de la frontière pakistanaise. « Vous avez eu de la chance, sergent », m'a-t-elle dit en changeant mes pansements. « Une balle de plus et vous rejoignez vos camarades. De la chance, si elle savait. » Le 3e jour, pendant que je dérivais entre morphine et cauchemar, un homme en civil est entré dans ma chambre. La cinquantaine, costume gris, attaché case en cuir. Il s'est présenté comme Monsieur Laurent du ministère des Armées. Pas de grade, pas de service précis. Un de ces fantômes de l'administration qui apparaissent quand il faut enterrer les merdes. « Sergent-chef Keller », a-t-il dit en s'asseyant près de mon lit. « Je suis venu vous parler de votre rapport de mission. » Quel rapport? Je viens de me réveiller. Celui que vous allez écrire quand vous serez rapatrié. Une embuscade talibane. Vos hommes sont morts en héros. Vous avez tenté de les sauver. Point final. Il a sorti une chemise cartonnée de son attaché-case et l'a posée sur mes genoux. À l'intérieur, un rapport déjà rédigé, avec ma signature contrefaite en bas de page.
7 paragraphes pour enterrer mes 6 frères d'armes sous un mensonge d'État. Je ne signerai pas cette merde. J'ai craché. Bien sûr que si. Parce que si vous ne signez pas, l'enquête va révéler que le sergent-chef Keller souffrait de stress post-traumatique aigu, qu'il était instable. Il a peut-être mis ses hommes en danger par négligence. Votre pension militaire sera supprimée, votre dossier noirci, et votre fille devra grandir en sachant que son père était un incompétent. J'ai senti mes poings se serrer sous les draps. Ce salaud avait fait ses devoirs. Et si je signe ? Vous rentrez chez vous avec les honneurs, médaille militaire pour bravoure exceptionnelle, pension d'invalidité à taux plein, et vos hommes auront droit à des funérailles nationales avec tous les égards dus à leur sacrifice. Il s'est levé, a lissé son costume et m'a regardé avec le sourire glacial des bureaucrates qui n'ont jamais senti l'odeur de la poudre. Vous avez 48 heures pour réfléchir, sergent-chef. Mais au fond, le choix est simple. Vous voulez être un héros vivant ou un traître mort. Quand il est parti, j'ai voulu déchirer ce putain de rapport. Mais mes mains tremblaient trop et la douleur dans ma poitrine me coupait le souffle. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai repensé à mes hommes. À Moreau qui était mort pour me protéger. À Thomas qui s'était battu jusqu'au dernier souffle. À Petit Jean qui avait sauté avec sa charge pour nous donner quelques minutes de plus. Est-ce qu'ils auraient voulu que je me batte contre des moulins à vent? Ou est-ce qu'ils auraient préféré que leur famille les pleure comme des héros plutôt que comme des victimes d'un mensonge d'État? Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. J'étais de retour dans l'école de Kaladaka, mais cette fois, elle était silencieuse. Pas de tir, pas d'explosion. Juste mes 6 camarades assis sur les bancs d'écoliers, qui me regardaient avec leurs uniformes déchirés et leurs visages couverts de poussière. « Qu'est-ce que tu vas faire, chef ?» m'a demandé Ramirez. « Je ne sais pas. Ils veulent que je mente. Et toi, tu veux quoi ? Je veux que justice soit rendue. »« La justice, » a ricané Dupuis, « c'est pas pour les types comme nous. On est de la chair à canon, point final. Alors on fait quoi ? » J'ai demandé. C'est Moreau qui a répondu avec ce sourire en coin qu'il avait toujours quand il préparait un mauvais coup. On joue leur jeu, mais on garde nos cartes. Quand je me suis réveillé, j'avais ma réponse. Le lendemain matin, quand M. Laurent est revenu avec ses papiers, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Je signe, mais j'ai une condition. Vous n'êtes pas en position de négocier, sergent-chef. Oh si, parce que vous oubliez quelque chose d'important. » J'ai sorti de sous mon oreiller le petit dictaphone que j'avais planqué dans ma poche de poitrine. Intact, malgré les balles et les explosions. Avec dessus les témoignages de mes 6 camarades et ma propre version des événements. Le visage de Laurent est devenu blême. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Rien pour l'instant. Je signe votre rapport de merde, je rentre chez moi, je ferme ma gueule. Mais cet enregistrement, je le garde. » Et si un jour j'apprends que vous avez menti aux familles de mes hommes, s'il arrive quoi que ce soit à ma fille ou à ma femme, si on essaie de me faire taire définitivement, cette bande sortira au grand jour, avec nom, date et détails de l'opération. C'est du chantage. Non, c'est de l'assurance vie. Il a réfléchi pendant de longues minutes, puis il a hoché la tête. D'accord, mais l'enregistrement reste entre nous. Personne d'autre ne doit savoir qu'il existe. Marché conclu. J'ai signé son rapport mensonger. Embuscade talibane. Mes hommes morts en héros. Moi, seul survivant par miracle. Tout le baratin habituel pour rassurer l'opinion publique et protéger les culs des politiques. Mais dans ma tête, je savais que ce n'était que partie remise. Un jour, quand le moment serait venu, la vérité sortirait. Mes frères d'armes auraient justice, même si ça devait me coûter ma peau. En attendant, j'allais jouer le rôle du héros traumatisé qui rentre au pays. Médailles, honneurs, interviews dans les journaux locaux. Tout le cirque médiatique pour faire oublier qu'on avait sacrifié 7 soldats pour couvrir un massacre. Mais au fond de moi, je portais cette vérité comme une braise. Et un jour, cette braise allumerait un incendie. Le retour en France, c'est comme atterrir sur une planète étrangère. Les gens vous regardent avec ce mélange de respect et de pitié réservé aux héros brisés. Ils veulent entendre des histoires de guerre.
mais pas les vrais. Ils veulent du courage, de l'honneur, de la bravoure. Pas la vérité sur ce que devient un homme quand on l'envoie mourir pour les mensonges d'autres hommes. Ma femme Sylvie m'attendait à l'aéroport de Toulouse avec ma fille Amélie. 16 ans, cheveux violets, ce regard d'adolescente qui juge le monde entier. Quand elle m'a vu descendre de l'avion avec ma canne et mes cicatrices, elle a fondu en larmes. Pour la première fois depuis des années, on s'est serré dans les bras sans se disputer. « Papa, j'ai eu si peur », a-t-elle murmuré contre mon épaule. « C'est fini, ma poulette. Papa est rentré. » Mensonge. J'étais physiquement rentré, mais une partie de moi était restée dans cette école de Kaladaka avec mes 6 frères d'armes. Les premiers mois ont été un enfer. Insomnie, cauchemar, sursaut au moindre bruit. Le psychiatre militaire, un commandant Bertrand aux cheveux gris, qui avait l'air d'avoir vu passer des centaines de cas comme le mien, m'a diagnostiqué un stress post-traumatique sévère avec épisode dissociatif. En français dans le texte, j'étais complètement pété du cerveau. « C'est normal après ce que vous avez vécu », m'a-t-il dit lors de notre première séance. Perdre 6 camarades dans une embuscade, être le seul survivant, il faut du temps pour digérer ça. Embuscade. Encore ce mot mensonger qui me donnait envie de vomir. « Docteur », j'ai dit, « et si ce n'était pas une embuscade? Et si on nous avait envoyés là-bas pour crever ?» Il a posé son stylo et m'a regardé avec cette expression de patience professionnelle que j'ai appris à détester. « Jean, c'est typique du syndrome du survivant. Vous cherchez des explications rationnelles à un événement traumatique. Vous avez l'impression qu'on vous a abandonné parce que vous vous sentez coupable d'avoir survécu quand vos camarades sont morts. Et si ce n'était pas de la culpabilité? Et si c'était la vérité? Alors il faudrait que vous me donniez des preuves. » J'ai failli lui parler de l'enregistreur, mais les mots de Laurent résonnaient encore dans ma tête. Personne d'autre ne doit savoir qu'il existe. Et puis, qu'est-ce qui me prouvait que Bertrand n'était pas dans le coup? Qu'est-ce qui me prouvait qu'il ne ferait pas son rapport au ministère? Alors j'ai fermé ma gueule et j'ai laissé le bon docteur me bourrer de médicaments. Lexomil pour l'angoisse, Stilnox pour dormir, Effexor pour la dépression. Un cocktail chimique qui transformait mes journées en brouillard cotonneux où je dérivais entre réalité et cauchemar. Sylvie essayait de m'aider à sa manière. Elle m'avait préparé ma chambre favorite, celle qui donne sur le canal. Elle cuisinait mes plats préférés, m'emmenait voir des films, organisait des dîners avec nos amis d'avant, comme si on pouvait reprendre notre vie là où on l'avait laissée. « Tu ne me parles plus », m'a-t-elle dit un soir où je fixais le plafond sans dormir. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité, ce qui s'est vraiment passé là-bas. Tu as lu le rapport. Embuscade talibane. Mes hommes sont morts. J'ai survécu. Ce n'est pas ce que je demande ce que toi, tu as vécu. » J'ai tourné la tête vers elle, 45 ans, quelques rides au coin des yeux, mais toujours cette beauté douce qui m'avait fait craquer 20 ans plus tôt. Elle méritait la vérité. Mais la vérité, c'était aussi un danger pour elle. Parfois, j'ai dit, les soldats meurent pour de mauvaises raisons. Et parfois, les survivants doivent vivre avec des secrets qui les rongent de l'intérieur. Quel secret, Jean? Le genre de secret qui peut nous coûter la vie si j'en parle. Elle n'a plus posé de questions après ça. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle comprenait, qu'elle savait que son mari était rentré avec quelque chose de lourd à porter, quelque chose qui le détruisait à petit feu. C'est Amélie qui m'a forcé à réagir. Un soir de décembre 2006, elle est entrée dans mon bureau pendant que je regardais dans le vide en buvant ma 3e bière de l'après-midi. « Papa, tu vas mourir ? Qu'est-ce que tu racontes ? » Maman pleure tous les soirs. Elle croit que je ne l'entends pas, mais moi, j'entends. Elle dit que tu es en train de mourir de l'intérieur et qu'elle ne sait pas comment t'aider. J'ai posé ma bière et j'ai regardé ma fille. 17 ans maintenant, plus de cheveux violets, mais cette maturité dans le regard qui me rappelait douloureusement que je ratais sa jeunesse. Non, ma poulette, papa ne va pas mourir. Alors arrête de boire et va voir quelqu'un d'autre que ce docteur de merde qui te gave de médicaments. Elle avait raison. Bertrand ne m'aidait pas, il m'anesthésiait. Il fallait que je trouve quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne serait pas lié au ministère. C'est par le bouche à oreille des anciens combattants que j'ai entendu parler du docteur Sarah Monet.
une psychologue civile qui s'était spécialisée dans les traumas de guerre après avoir perdu son frère en Bosnie. Elle recevait dans un petit cabinet près du Capitole, et surtout, elle n'était pas payée par l'armée. Notre première séance a eu lieu un jeudi de janvier 2007. 40 ans, regard intelligent, aucune pitié dans les yeux. Elle m'a servi un café et m'a dit « Racontez-moi votre guerre, Jean, pas celle des rapports officiels, la vôtre. » Pour la première fois depuis mon retour, j'ai eu envie de parler, vraiment parler. Mais j'entendais encore la voix de Laurent, personne d'autre ne doit savoir. « Docteur, j'ai dit, et si je vous disais que la version officielle de ma mission était un mensonge? Je vous dirais que c'est souvent le cas. L'armée protège ses intérêts avant de protéger ses soldats. Et si je vous disais que j'ai des preuves? Je vous dirais que vous devez décider si vous voulez vivre avec ces preuves ou si vous voulez agir. Et si agir peut mettre ma famille en danger? » Elle a réfléchi longuement avant de répondre. « Jean, je vais vous poser une question difficile. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour votre famille? Que vous révéliez la vérité ou que vous mouriez lentement en la gardant pour vous? » Cette nuit-là, j'ai sorti l'enregistreur de sa cachette dans le grenier et je l'ai écouté entièrement pour la première fois depuis l'hôpital. Les voix de mes 6 frères d'armes, leurs témoignages, leurs derniers mots à leur famille, et ma propre voix, plus jeune, plus dure, qui racontait minute par minute comment on nous avait piégés. En l'écoutant, j'ai compris quelque chose d'important. Ce ne sont pas mes secrets qui me tuaient, c'était le silence qui transformait le sacrifice de mes hommes en mensonge, le silence qui permettait aux responsables de dormir tranquilles. Il était temps que le monde entende la vérité, même si ça devait me coûter ma vie. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde mes petits-enfants jouer dans le jardin derrière ma maison de Toulouse, et je me demande quel monde on va leur laisser. Un monde où les soldats meurent pour les mensonges des politiques, ou un monde où la vérité finit toujours par triompher. La décision de révéler l'enregistrement, je l'ai prise en mars 2007. Ça m'a pris 2 ans de thérapie avec le docteur Monet pour trouver le courage, mais j'ai fini par comprendre que mes frères d'armes méritaient mieux qu'un mensonge d'État gravé sur leur tombe. J'ai d'abord contacté un journaliste du Canard enchaîné, Henri Dufresne, spécialisé dans les affaires militaires. Un type intègre qui avait déjà révélé plusieurs scandales de l'armée française. Quand je lui ai fait écouter l'enregistrement dans un café près de la Bastille, j'ai vu ses mains trembler. « Putain, Jean », a-t-il murmuré, « vous vous rendez compte de ce que vous me donnez là? 7 soldats français sacrifiés pour couvrir un massacre. Oui, je me rends compte. Ils vont nier. Dire que l'enregistrement est truqué. Vous attaquez personnellement. Qu'ils essaient. J'ai passé 2 ans à me préparer à ça. L'article est sorti le 15 avril 2007. Titre, Afghanistan. Comment l'état-major a sacrifié 7 légionnaires. 5 pages avec des extraits de l'enregistrement, des témoignages d'experts en acoustique qui confirmaient son authenticité et mes révélations sur les véritables circonstances de la mission de Kala Daka. Le scandale a été énorme. L'affaire a fait la une de tous les journaux pendant des semaines. Le ministre de la Défense de l'époque a démissionné. 3 généraux ont été mutés dans des placards. Et surtout, les familles de mes 6 frères d'armes ont enfin su comment leurs maris, leurs fils, leurs frères étaient vraiment morts. La veuve de Moreau, Christine, m'a appelé le soir de la publication. « Jean », m'a-t-elle dit en pleurant au téléphone, « merci de nous avoir rendu notre dignité. » C'était la première fois depuis mon retour d'Afghanistan que je pleurais. De soulagement, de tristesse, de colère rentrée. Tous ces sentiments mélangés qui avaient fermenté pendant 2 ans dans ma poitrine. Bien sûr, ils ont essayé de me détruire. Laurent, qui était devenu entre-temps directeur adjoint de la DGSE, a orchestré une campagne de désinformation. Ils ont dit que j'étais instable, que le stress post-traumatique m'avait fait perdre la raison, que l'enregistrement était un faux fabriqué par mes soins pour me venger de l'armée. Mais c'était trop tard. La vérité était sortie, et elle avait une force que leurs mensonges ne pouvaient plus arrêter. Une commission d'enquête parlementaire a été créée. Des témoins ont parlé. Des documents classifiés ont été déclassifiés sous la pression médiatique.
Et au final, la justice a reconnu que l'opération de Kaladaka était effectivement un piège tendu à mes hommes et à moi, que nous avions été sacrifiés pour couvrir l'exécution de civils afghans qui travaillaient pour la France. Que nos supérieurs savaient dès le départ qu'ils nous envoyaient à la mort. Laurent et 2 autres responsables ont été condamnés à des peines de prison ferme. Pas assez à mon goût, mais au moins ils ont payé. Et surtout, les familles de mes camarades ont reçu des réparations financières conséquentes et des excuses officielles de l'État français. Mes frères d'armes ont eu droit à de vraies funérailles nationales. Leurs noms ont été gravés au mémorial de la guerre d'Afghanistan, avec la mention « Mort pour la France » dans l'accomplissement de leur devoir. Plus de mensonges, plus de camouflage, juste la vérité nue. Ils sont morts parce qu'on les a trahis, mais ils sont morts en soldats. Moi j'ai survécu à la tempête, ma femme Sylvie m'a soutenu jusqu'au bout, même quand on recevait des menaces anonymes et qu'on nous conseillait de déménager. Ma fille Amélie, qui avait 18 ans quand l'affaire a éclaté, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Papa, je suis fier de toi. Tu m'as appris qu'on ne doit jamais se taire face à l'injustice. » Aujourd'hui, elle est médecin humanitaire. Elle soigne les victimes de guerre en Syrie, au Yémen, partout où on a besoin d'elle. Elle a hérité de ma colère contre l'injustice, mais elle la transforme en compassion. Elle sauve des vies au lieu de les prendre. Mes petits-enfants, Lucas, 12 ans, et Emma, 9 ans, ne savent pas encore toute l'histoire. Ils savent que leur grand-père était militaire, qu'il a été blessé à la guerre, qu'il a été très courageux, selon leur mère. Un jour, quand ils seront assez grands, je leur raconterai la vraie histoire. Je leur expliquerai que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qui est juste même quand on a peur. Le docteur Monet m'a aidé à transformer ma colère en quelque chose de constructif. Depuis 10 ans, je donne des conférences dans les écoles militaires, les universités, partout où on veut m'entendre. Je raconte l'histoire de Kaladaka, mais surtout, j'explique aux jeunes qu'un soldat a le droit, non, le devoir, de dire non quand on lui demande de mourir pour rien. J'ai écrit un livre aussi, Kaladaka, Mémoire d'un survivant. Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Les droits d'auteur sont allés intégralement aux familles de mes 6 frères d'armes et à une association d'aide aux soldats traumatisés. Parfois, d'anciens combattants viennent me voir après mes conférences. Des gars qui portent eux aussi des secrets lourds, des missions pourries, des ordres qu'ils regrettent d'avoir suivis. Je leur dis toujours la même chose. La vérité, ça fait mal sur le moment. Mais le mensonge, ça tue à petit feu. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui avez peut-être vécu la guerre, vous qui connaissez le poids des ans et des regrets, souvenez-vous de ça. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Mes 6 frères d'armes, Moreau, Thomas, Petit-Jean, Dupuis, Caron, Ramirez, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts parce qu'ils faisaient leur devoir de soldats, même quand leurs chefs les ont trahis. Leur sacrifice nous rappelle que l'honneur, ce n'est pas d'obéir aveuglément. C'est de rester humain même dans l'inhumain. C'est de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. C'est de dire la vérité même quand elle dérange. À tous les jeunes qui m'écoutent, à tous ceux qui pensent s'engager dans l'armée, je dis ceci. Servez votre pays, mais n'oubliez jamais que votre première loyauté va à votre conscience. Ne laissez jamais personne vous transformer en instrument de leurs mensonges. Et à vous qui avez vécu des traumatismes, qui portez des secrets, qui avez l'impression que personne ne peut comprendre, parlez. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance et parlez. La vérité nous libère toujours, même quand elle fait mal. Mes cheveux sont blancs maintenant, mes mains tremblent parfois et j'ai besoin de lunettes pour lire le journal. Mais ma voix est claire quand je raconte cette histoire. Parce que cette histoire, c'est tout ce qui me reste de mes frères d'armes. C'est leur testament. C'est leur façon de continuer à se battre, même après la mort. Dans quelques années, je ne serai plus là pour la raconter. Mais j'espère qu'elle continuera à vivre, cette histoire. Qu'elle rappellera aux générations futures que les soldats ne sont pas de la chair à canon. Qu'ils ont des noms, des familles, des rêves, et qu'ils méritent mieux que les mensonges de ceux qui les envoient mourir. Voilà mon histoire.
L'histoire de 7 hommes qui sont allés au bout de leur devoir, même quand leur devoir les menait à la mort. 6 sont restés à Kaladaka. 1 est revenu pour témoigner. Aujourd'hui, quand je regarde le coucher de soleil sur le canal du Midi, je pense à eux. Et je sais qu'ils sont en paix, parce que la vérité a triomphé, parce que leur sacrifice n'a pas été vain. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Racontez-le-moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que c'est comme ça que la mémoire reste vivante. C'est comme ça qu'on honore ceux qui sont partis. Nul ne recule.